Salut à tous nos Kainotes et bienvenue dans notre émission de Kaina TV spéciale en direct du centre social de la Paillade. Aujourd'hui, dans le cadre de l'anniversaire de la marche pour l'égalité et contre le racisme, on a l'honneur de recevoir Marie-Laure Garcia-Mahé. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, vous êtes née à Marseille, Marie-Laure, et vous avez grandi à Saint-Nazaire, du côté de l'océan. Vous êtes ensuite montée à Paris où vous avez suivi une formation d'éducatrice. Oui. Et vous avez, je crois, suivi aussi des études de droit en parallèle ou à un moment? J'ai effectivement fait de la criminologie. Ah, c'est intéressant. Et aujourd'hui, donc, vous êtes membre et salarié de l'association Plaisir d'apprendre, où vous vous occupez d'enfants en difficulté. Oui. Si on vous a invité aujourd'hui, c'est parce que vous êtes une ancienne marcheuse. Vous avez beaucoup milité dans votre vie. Est-ce que vous pourriez d'abord nous parler un petit peu de votre jeunesse et ce qui vous a amené à faire ça? Moi, j'ai eu une jeunesse de famille moyenne, classique, française. Une maman qui est née en Algérie, mais qui a grandi au Maroc, puisqu'elle a émigré au Maroc quand elle avait 10 ans. Donc une famille à la fois à pieds noirs, mais non concernée par la guerre d'Algérie. Et un papa briéron, d'une famille chrétienne de gauche, on va dire. Voilà, mes parents ont toujours été concernés par les affaires du monde, on va dire. Ils étaient au CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement. C'était des gens, on va dire, voilà, de cathos progressistes, comme on disait à l'époque. Je pense que ça a dû m'influencer. J'ai aussi eu des membres de ma famille qui ont beaucoup voyagé. Bon, les Bretons dans cette région voyagent beaucoup. Donc, de cette façon, je suis allée aussi attirée par l'endroit où ma mère avait grandi. Et à la fois parce que du côté de mon père, beaucoup a été en Afrique, en Inde, etc. Donc, j'ai eu envie de voyager moi-même et j'ai fait mon premier voyage à 18 ans en Algérie. Donc, vous êtes allée où en Algérie? Alors, je devais aller du côté d'Oran, Tlemcen, Ain Temouchent, qui est en fait le lieu où ma mère a passé ses 10 premières années. Et le hasard a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a amené du côté de l'Est. Donc, j'ai fait plutôt la Kabylie. Constantine, Sétif en passant, on va dire. Et on s'est arrêté par contre à Guelma, où j'ai passé un petit moment à Guelma. J'ai visité aussi... Annaba, je voulais dire. J'ai visité aussi Guelma et Soukaras, mais je me suis arrêtée plutôt à Annaba. Voilà. D'accord. Donc ça vous a un petit peu influencé ou pas? Ça m'a influencé. Disons que moi, jusqu'à ce que j'ai une 8aine d'années, je pensais que j'étais algérienne. Parce que à l'endroit où nous étions en Loire-Atlantique, donc non loin de Nantes, les familles pieds noirs, il y en avait très peu. Et on ne faisait pas le lien entre le fait d'être né en Algérie et le fait d'être français d'Algérie. Donc moi, du coup, je mettais toujours le lieu de naissance de ma mère, c'était Algérie. Et du coup, je pensais que j'étais algérienne pendant un petit moment, quoi. Puis après, petit à petit, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Bon, voilà, c'est simplement, j'ai compris qu'en fait, non, j'étais pas algérienne. Mais bon, d'ailleurs, je ne comprenais pas trop ce que ça signifiait. Voilà, mais ça... Toujours est-il que ça n'a pas été un traumatisme, hein, ni dans un sens ni dans l'autre, mais en tout cas, quand je suis arrivée à Paris, la deuxième année, donc je suis arrivée à Paris en 82 pour faire l'école d'éducatrice. Donc en juillet 83, j'ai appris la mort de Toufik Ouannès, qui n'avait que 9 ans. Et effectivement, peut-être que le fait de m'être cru longtemps moi-même d'ailleurs, je ne sais pas, hein, en tout cas, je sais que j'ai été bouleversée par le crime de cet enfant. Oui, alors on le rappelle, il y avait eu à l'époque beaucoup de bavures policières, de crimes racistes. Et c'est ce qui vous amène finalement en 83, lorsque vous êtes en deuxième année d'études, à participer à cette marche.
Oui. pour légaliser contre le racisme? Oui, c'est ça. Bah, disons qu'en juillet, je découvre dans la grande presse que cet enfant donc, a été touché par un résident de la même cité que lui, les 4000 à la Courneuve. Donc là, c'est pas une bavure policière, ça a atteint un enfant. Et c'est la première fois que j'entends parler des crimes racistes, puisque à cette occasion, on commence à dire qu'il y a des jeunes un peu plus âgés, plutôt autour de 20 ans, c'est-à-dire l'âge que j'avais, mouraient déjà depuis quelques années. Ils étaient nombreux à tomber, on va dire, dans la banlieue parisienne. Donc il y avait Kader à Vitry, il y avait Abdenbi Gemia à Nanterre. Moi, j'habitais Asnières à ce moment-là. Donc moi, j'arrive en 82 et en octobre 82, Abdenbi Gemia meurt en novembre 82. On avait exactement le même âge. Ça a résonné très fortement en moi, effectivement. Et avec tous ces crimes, comment est-ce que vous qualifieriez l'ambiance qu'il y avait en France à cette époque? Ça devait être assez... Bah, en fait, moi, je n'avais rien remarqué. Je n'avais pas remarqué une ambiance ni meurtrière, ni même xénophobe. J'avoue que ça n'était pas du tout frappant pour moi. Moi, j'étais jeune éducatrice dans un foyer. On faisait notre boulot. On apprenait à le faire, hein, puisqu'on était encore en formation. Le racisme, évidemment, je savais bien que ça existait parce que j'avais découvert cela de façon, on va dire, de façon livresque, parce que mes parents, j'ai beaucoup lu notamment sur toute la littérature liée à l'apartheid. Donc j'ai lu André Brink et j'ai lu beaucoup de romans qui parlent du racisme. Mais pour moi, c'est une chose lointaine. Je n'imaginais pas que ça existe ici, en tout cas de façon violente et vraiment avec l'agressivité qui était celle de l'époque. Donc quand j'ai appris que des jeunes mouraient, je ne comprenais pas. Je me disais, mais qui c'est ces jeunes? Ils ont mon âge, mais ils sont où? Comment se fait-il? Bon, après à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il y avait des cités où une population nombreuse était, on va dire, je ne sais pas si on peut dire parquée là, ou en tout cas résidait là de façon nombreuse. C'était pas forcément ce que je voyais moi, hein, puisque j'évoluais entre entre Asnières et Paris. Bon, petit à petit, j'ai compris un petit peu tout ça, et puis donc j'ai décidé de faire cette marche, effectivement. Vous embarquez avec vous une autre éducatrice, c'est ça? Oui, Cécile, je lui propose de venir avec moi, parce que bon, c'est pas évident non plus. Donc j'ai eu connaissance de cette marche en feuilletant l'organe de presse de la FASTI, la Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés, qui existait à l'époque. Donc le magazine s'appelait Expression. Je tombe sur un encart qui dit que la marche va commencer. Et vous aviez quel âge à l'époque? 21 ans. Vous étiez jeune? Voilà, 21 ans, ouais. Et donc je dis à Cécile, écoute, j'aimerais bien faire cette marche, est-ce que tu veux m'accompagner? Elle me dit, bah, d'accord, pourquoi pas, je le fais avec toi. Et donc, on descend à Marseille le 15 octobre. Donc, on arrive à Marseille la journée du 15, et donc, en fait, en fin de journée, ce qui fait que nous n'avons pas fait l'étape intramuros des quartiers sud de Marseille au quartier nord, de la Caillole au quartier nord. Nous n'avons pas fait cette étape. Nous avons commencé à marcher, déjà rencontré le groupe le soir, et nous avons marché donc de Marseille à Aix et ensuite toutes les autres étapes jusqu'à Paris. Et au départ, c'était relativement calme, si je puis dire, un peu dans l'anonymat. C'est après que ça a pris de l'ampleur et de l'effervescence? Ah bah, c'était complètement dans l'anonymat. Alors bon, il faut relativiser un peu parce que l'étape de Marseille, il y avait quand même, d'abord il y avait beaucoup d'associations de soutien et des associations aussi de jeunes issus de l'immigration. Il faut savoir qu'en 80 et 81 à Marseille, il y avait eu 2 crimes racistes qui ont défrayé la chronique. L'un de Lawari Ben Mohamed, qui n'avait que 17 ans et qui a été tué par le CRS Taillefer. Une exécution, voilà,
donc il avait 17 ans, et 4 mois après, c'est Zahir Boudjelal, aussi jeune, qui a été aussi tué, pas dans des conditions tout à fait similaires, mais en tout cas où le racisme est présent. Donc les associations de jeunes s'étaient montées, et puis surtout s'apprêtaient à défendre donc en tant que partie civile, la mémoire de leurs frères, fils, etc. Et donc, ces associations étaient présentes au départ de la marche. Il y avait également Radio Gazelle qui était présente au départ de la marche. Et puis, il y avait un peu de presse quand même. Voilà, il y avait quelqu'un de l'AFP qui avait fait une dépêche. Voilà. Mais bon, puis c'était le week-end. Donc, le lendemain, entre Marseille et Aix, il y avait encore du monde. Il y avait peut-être une 50aine de personnes, des militants qui ont marché avec nous le dimanche. Et ensuite, tout le monde est reparti forcément pour sa semaine de travail. Et donc, à partir de là, nous avons effectivement marché, on va dire, dans le désert, c'est-à-dire sur des routes, une route nationale sur laquelle les voitures passaient quand même assez vite. Et nous étions en file indienne. C'était même assez dangereux parce que... voilà, c'était finalement très dangereux. Oui, c'était assez dangereux parce qu'on était 17, 18, 20 à tout casser. Parce qu'on a aussi pris Bouzid de Aix qui nous a emboîté le pas. Donc on était un de plus, donc on devait être 18 à ce moment-là. Et donc on était évidemment à la file indienne parce que les voitures allaient trop vite et c'était risqué de... Voilà. Puis de temps en temps on se remettait à 2 ou 3. Et voilà, donc ça a duré à peu près une semaine avant d'arriver à Valence. Et à partir de Valence, il y a eu un peu plus de monde. Il faut savoir qu'une des étapes, on a eu une personne qui est venue nous trouver, c'est-à-dire un jeune objecteur de conscience. C'était à Salon de Provence. Il n'y avait pas une seule association, un seul parti ou syndicat qui se soit mobilisé pour nous accueillir. Et donc ce jeune objecteur de conscience d'une vingtaine d'années s'est démené pour nous trouver un hébergement. Me semble-t-il, ça devait être dans un gymnase. Donc on a dormi. Enfin, de toute façon, on n'a jamais été dehors. Donc on a toujours trouvé un hébergement. Donc là, on a dormi dans un gymnase. On a eu les couvertures qu'il fallait. On a mangé et on est reparti le lendemain. Et à chaque fois, on a toujours trouvé quand même un petit groupe. À part cette fois-là où il était seul, on a toujours eu des comités de soutien. Et juste, même réduit, mais bon, quand même existant, et jusqu'à Valence, où là, ça s'est monté un peu en charge, au sens où, par exemple, à Valence, on a été, juste avant qu'on arrive, une manifestation du Front National avait eu lieu. Donc, oui, à cette époque, il me semble que le FN montait en flèche. Oui, tout à fait. Donc oui, puisque aux élections partielles, municipales partielles de Dreux... il avait fait 16, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, donc on commençait à parler très fortement du Front National. D'ailleurs, au départ de la marche, il y avait Françoise Gaspard, donc pour dire qu'on n'était pas complètement dans l'anonymat ce 15 octobre, puisque au tout départ de la marche entre La Caillole et les quartiers nord de Marseille, il y avait Françoise Gaspard qui était l'ex-maire de Dreux. Donc tout un symbole qui était venu effectivement faire quelques kilomètres avec les marcheurs. Donc le Front National avait fait une manifestation à Valence dans l'après-midi avant qu'on arrive, et nous on est arrivés sur les coups de 17-18 heures et on a invité la population à nous rejoindre pour un meeting. Il faut savoir que la salle a été changée, le lieu de rendez-vous a changé au dernier moment parce qu'il y avait des menaces en fait, oui, déjà à ce moment-là. Et à partir de là, jusqu'à Lyon, ça a été, c'est monté progressivement. Et à partir de Lyon, là, c'était vraiment bien connu avec des relais dans la presse nationale. Voilà. D'accord. Par la suite, vous ne nous arrêtez pas là. Vous êtes militante dans des associations comme Convergence 84, Agence Immédiat ou encore Mémoire Fertile. Pourquoi est-ce que vous avez continué à militer ? Alors, Convergence 84, c'était pas une association, c'était... Tant pour moi. Non, mais c'était donc le collectif jeune de Paris qui avait accueilli les marcheurs et qui, ce collectif étant lui-même constitué de beaucoup d'associations, l'ANJ, l'association Nouvelle Génération Immigrée, Radio Beurre et d'autres associations,
avait à cœur de prolonger la marche. On a eu toute une réflexion en 84, l'été 84, sur comment nous allions transformer l'essai, on va dire. Et là, nous avons transformé l'essai, mais de façon un peu divisée, en fait, les uns et les autres. C'est-à-dire que tous ne se sont pas retrouvés dans Convergence 84. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont initié, inventé, conçu, et puis Convergence 84, avec quand même un bon nombre de personnes, puisque nous avons fait 5 trajets, bon, sans être trop longue sur Convergence. C'était donc aussi un périple, on va dire, de 5 villes de France qui convergeaient vers Paris, ce périple se faisant en mobilette. Pour prolonger aussi le slogan qu'on avait vu fleurir dans la manif le 3 décembre à l'arrivée de la marche à Paris, qui était la France est comme une mobilette, pour avancer il lui faut du mélange. Donc on était parti en mobilette de Strasbourg, Marseille, Lille, Brest et Toulouse pour converger à Paris. Donc en fait on confirmait les revendications de la marche. Simplement, peut-être la différence, c'est que c'était un débat moins franco-maghrébin, puisqu'on avait tenu à mettre en avant aussi la présence de l'immigration portugaise notamment, et de l'immigration aussi subsaharienne, qui était très minoritaire à l'époque, mais on se doutait bien qu'elle allait être un peu aussi l'avenir de la France. Donc cette population, on se doutait qu'elle allait être très présente après. Donc on trouvait important de parler de populations qui n'étaient pas encore très visibles. Il y avait aussi un trajet qui représentait les Asiatiques. Donc c'était un petit peu toutes les communautés qui auraient pu être sujettes au racisme. Voilà, de façon un peu volontariste et peut-être un peu artificielle, nous avons voulu faire converger ces différents groupes, ces différentes composantes de la société française. Et juste pour terminer là-dessus, la différence aussi avec la marche, c'est que beaucoup ont pu nous reprocher que la marche était, on va dire, alors certains ont dit téléguidée, phagocytée, enfin on peut utiliser un peu tout ce qu'on veut, pour dire par les réseaux chrétiens, étant donné qu'il y avait quand même la CIMAD dans la marche, oui. Et donc un pasteur et un prêtre qui avaient des rôles très importants. Ce que je peux dire là, c'est que oui, eux étaient des personnages très importants de la marche, mais qui n'ont en aucun cas donné une couleur particulière à la marche, en tout cas ne l'ont absolument pas influencé, et n'ont fait aucun prosélytisme, mais pour beaucoup c'était quand même pas autonome comme mouvement. Et donc Convergence 84 rectifiait le tir, je dirais en ce sens que c'était une action réellement autonome, oui, issue de l'immigration. Aujourd'hui, donc 30 ans, on fête les 30 ans de la marche. Quel bilan vous en tirez, notamment avec les récents événements qu'on a eus dans l'actualité? Je dirais Christiane Taubira qui se fait insulter de guenon, Roselle Mac qui écrit une lettre de contestation, le FN à Brignoles, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette marche 30 ans après? C'est une question à laquelle j'ai un peu de mal à répondre, parce que c'est vrai qu'on a pu dire quand on avait 20 ans rien ne sera plus jamais comme avant, c'est ce que beaucoup ont pensé, et puis c'était très normal de le penser. C'est-à-dire qu'à la fois on le pensait et comment dire, c'était un cri émotionnel. Enfin, c'était tellement incroyable de rassembler 100 000 personnes à Paris qu'on a vraiment eu le sentiment que rien ne serait jamais plus comme avant. Mais en même temps, les mêmes personnes et nous tous qui étions là juste quelques semaines après, on s'est bien rendu compte que c'est pas ça qui allait changer fondamentalement la donne. D'ailleurs, dans le même temps, très vite, déjà à l'époque, on stigmatisait quand même les ouvriers de Talbot-Poissy en jetant l'opprobre sur eux et en les stigmatisant quand même comme étant menés de l'étranger. Donc tout ce discours Burr is beautiful dont les marcheurs dont on a voulu faire de lance de l'assimilation, intégration-assimilation, en disant vous êtes intégrés
intégrables et sous-entendu vos parents ne le sont pas. Ça, c'est quelque chose qu'on a compris très vite et donc à partir de là, on savait bien que les combats, ils étaient, enfin, il fallait continuer à les mener. Donc là, la marche a changé beaucoup. A changé beaucoup de choses, je pense, sur l'appréciation de l'opinion publique sur la population immigrée. Mais ce serait trop long là d'en parler. Hein. Enfin, oui. C'est 1 heure pour parler du regard de la population, de la société française, parce qu'évidemment, il est très diversifié, sur la population immigrée qui elle-même est aussi diversifiée. Donc ça a changé ça. Je pense que les conditions de vie ne se sont pas beaucoup améliorées, se sont même largement aggravées avec la crise actuelle qui n'a jamais été aussi forte. Et quant à ce que vous dites, bon, bah, je pense que c'est des... Je sais pas, enfin... Ce que vous voulez que je dise, c'est un peu triste, plus, 30 ans après, pour moi, c'est d'abord... de se dire que les choses n'ont pas tellement changé. Bah, oui, enfin, elles n'ont pas tellement changé. Disons que il y a toujours autant d'imbéciles, ça c'est sûr. Hein. Malheureusement. Il y a toujours autant... enfin, c'est plus que des imbéciles, quoi. Des idiots graves, on va dire. Vraiment, ça, malheureusement, c'est assez incroyable, parce que quand même, avec les connaissances qu'on peut avoir maintenant, continuer à voir se propager de tels discours, c'est affligeant, quoi. Hein. C'est encore moins pardonnable, évidemment, même ça ne l'était pas à l'époque, mais alors là, c'est carrément incompréhensible, en fait. Ça l'est tellement, c'est des provocations gratuites sur lesquelles on a un peu de mal enfin, on se demande est-ce qu'il faut réagir, pas réagir. Oui, finalement, les chiens aboient, la caravane passe. Bah, moi, je trouve que ça résume assez bien les choses, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais ça n'empêche qu'il faut continuer à dénoncer ce genre de choses. On va parler un petit peu de vos livres, parce que vous en avez sorti 3. Le premier, donc, le mythe de l'enfant fondateur. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce livre ? Alors, déjà, c'est un livre que j'ai pensé pas loin de 5 ans. Pendant pas loin de 5 ans, j'avais ce livre dans ma tête. Alors, on comprend le pourquoi à la fin du livre, donc je ne le dévoilerai pas, évidemment. Simplement dire que ça se passe en Afrique. Ça commence par la mort d'un tirailleur. On a l'habitude de les appeler tirailleurs sénégalais, mais il venait du Bénin, de la Haute-Volta et donc aussi du Mali. Donc c'est un tirailleur qui rentre dans son pays et qui, au moment de réclamer sa solde, comme d'autres, finalement est victime d'un massacre qui rappelle le massacre de Tiroy qui a réellement eu lieu à Dakar, dans la banlieue de Dakar. Donc ça commence par la mort de cet homme et ensuite c'est donc sa veuve avec sa fille qui vont mener tout un périple sur plusieurs générations, qui vont donc quitter le village où elles étaient toutes les deux pour aller à Djenné, et ensuite aller à Tombouctou, ensuite Gao. Évidemment, entre-temps, elle rencontre la jeune fille, grandit, elle se marie. Et donc, une petite fille qui apparaît. Et alors plus tard, Fatou grandit effectivement, va épouser Sogui, qui est la fille d'un lettré de Tombouctou. Donc c'est aussi des mélanges. C'est l'Afrique, mais avec l'Afrique noire et l'Afrique touareg, l'Afrique voilà. Donc ensuite ils vont à Gao et ensuite ils repartent vers Niamey. Et effectivement après il y a une troisième naissance d'une jeune fille à Niamey qui finalement, je ne vais pas raconter le pourquoi du comment, mais toujours est-il qu'elle quitte sans rien dire à personne en 82 Niamey pour faire un long voyage qui va la ramener sur Bamako. Et donc le livre termine par une naissance. Donc il commence par une mort, il termine par une naissance. C'est l'histoire de femmes, surtout des femmes, 3 générations. 3 générations, oui. Voilà. Qui sont des beaux personnages, qui sont des personnages pour lesquels la vie n'est pas facile,
mais qui sont vraiment jamais dans la plainte. Donc une belle leçon de vie. Une belle leçon de vie, une belle leçon de dignité, de courage, mais c'est même pas tant du courage que... Il n'y a jamais d'héroïsme, c'est plutôt de la dignité, tout simplement. On fait son chemin, voilà, quoi. Alors par la suite, vous avez aussi sorti une pièce théâtrale qui s'appelle Les mauvaises notes d'Amy. Oui. Oui. Pourquoi ? Alors ça aussi, je l'ai porté longtemps. Alors au niveau de l'écriture, le premier, je l'ai porté plusieurs années, alors que celui-là, au niveau de l'écriture, ça s'est fait très très vite. Mais par contre, il vient de ma pratique professionnelle, puisque donc, comme vous le disiez, maintenant je travaille avec des enfants qui sont... qui ont des difficultés scolaires et qui donc vivent une véritable souffrance, qui sont dans un désarroi complet parce qu'ils passent 6 heures par jour sur les bancs de l'école, sur les bancs d'une classe où ils ne connaissent que l'échec et où c'est très difficile pour eux et où ils ne sont jamais où on les attend. Et c'est une véritable souffrance et c'est rarement abordé de ce point de vue-là. Donc j'ai voulu faire parler cette petite fille qui a 10 ans et qui vit ce grand désarroi, voilà, qui est le désarroi qui est quand on est 6 heures par jour dans un endroit où on ne comprend pas ce qu'on y fait et où on sait qu'on déçoit tout le monde, les enseignants mais aussi ses parents, et où on se fabrique une image de soi très négative et voilà, et c'est un peu l'objet. Mais en même temps c'est positif, vous verrez, ça se termine bien. On attend une éventuelle mise en scène bientôt. J'aimerais bien, appel au metteur en scène. Alors on va finir très rapidement sur donc votre dernier livre qui est En marche, Oui. donc en relation bien sûr avec la marche pour l'égalité et contre le racisme. Alors là aussi, évidemment, je l'ai porté très longtemps dans ma tête, Oui. très très longtemps, et puisque ça fait, j'aurais pu l'écrire depuis, on va dire, bientôt 30 ans, enfin j'aurais pu l'écrire depuis, j'ai commencé, je crois, 5 ans après, donc ça fait en gros 25 ans que j'y pense, et puis d'ailleurs j'ai tenté, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté à différents moments. C'était toujours plutôt des témoignages, des essais en relation avec l'actualité existante de l'époque, soit pendant les lois Pasqua, j'ai commencé à réécrire. Est-ce que, rapidement, parce que malheureusement on n'a Ouais. plus beaucoup de temps, est-ce que c'est un travail de mémoire que vous avez voulu réaliser à travers ce Oui. livre ? Déjà, là, j'ai finalement opté au dernier moment pour un roman. Donc ça, c'est important de le dire. C'est un roman qui néanmoins rend hommage aux marcheurs, puisqu'ils sont nommés avec leur prénom. Mais mes personnages principaux sont des personnages fictifs et qui permettent de mettre en valeur un peu ce qui se passait à côté de la marche. Donc toute la marche est relatée pratiquement de A à Z. Les anecdotes sont celles qu'on a vécues. Simplement, j'ai aussi inventé des moments. Et bien sûr, oui, c'est une mémoire c'est un hommage à cet événement que je tenais à rendre. Alors vous terminez avec un bel épisode où vous mettez en scène 2 personnages qui se revoient 30 ans après, très symbolique, et qui se demandent donc si aujourd'hui on devrait refaire une marche, qu'est-ce que ça donnerait ? Comment est-ce qu'on... Oui, voilà, donc c'est parce que bon, en fait, c'était une manière de me placer 30 ans après, parce qu'effectivement, je l'ai écrit avec en ayant comme si j'avais, enfin, ce sont des jeunes de 20 ans qui parlent dans le livre, hein. C'est vraiment des jeunes de 20, 25 ans qui parlent, donc avec le point de vue de jeunes de cet âge. Et c'est très agréable d'ailleurs de se replacer voilà, dans ce contexte-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est lisible vraiment par toute la jeunesse, même si c'est écrit avec un regard de jeune il y a 30 ans. Et là, c'était l'occasion de changer de place, on va dire, et d'être plus sur une analyse, sur un essai. Mais j'en dirais pas plus, c'est simplement... Oui, donc voilà. Voilà. Un livre très constructif, très, très facile à lire, accessible à tous, que je recommande à tous de lire. Merci. Le mot de la fin, vous souhaiteriez quoi pour la France ? Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à la France ? Qu'elle continue à montrer son côté un peu rebelle, un peu voilà, les révoltes saines. On sait que Indignez-vous. voilà, indignez-vous.
Et l'indignation ne suffit pas en même temps. Donc, agir, quand on agit, ça permet aussi de ne pas remuer en boucle les mêmes récriminations. Donc, ça permet de produire de la pensée. Et il faut à la fois s'indigner, mais il faut aussi penser, mettre de la pensée en acte. Et les actes même produisent de la pensée, ça libère l'esprit. Et voilà, c'est ça que je souhaite. Bon, on terminera sur ces jolis mots. Merci beaucoup, Marie-Laure, d'être venue aujourd'hui. C'est moi. Merci à tous nos keynotes et à très bientôt pour de nouvelles émissions.